Ma fille Léa m'a appelé mardi dernier. J'ai 23 ans. Je m'appelle Marguerite. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle s'est lancée directement. « Maman, j'ai besoin que tu gardes les enfants samedi. Juste quelques heures. » J'avais des projets. Rien d'important selon ses critères. Juste un club de lecture à la bibliothèque que j'attendais avec impatience. Mais je savais que si je disais non, j'entendrais ce soupir, cette expiration particulière qui me dit que je suis difficile. Alors j'ai dit oui. Et elle a dit « Génial, merci ». Et elle a raccroché. Pas de « ça te convient », pas de « je t'en suis vraiment reconnaissante ». Juste une évidence. Je suis restée assise là, tenant le téléphone longtemps après que la ligne ait été coupée. Et j'ai pensé à quelque chose que je remarque depuis des années maintenant, mais que je n'ai jamais vraiment dit à voix haute. Mes enfants ne me respectent plus, pas de la façon dont vous pensez. Ils ne sont pas cruels. Ils appellent, ils prennent des nouvelles. Mais quelque part en chemin, je suis devenue un décor, une évidence. Quelqu'un dont le temps, les opinions, les sentiments pouvaient être ajustés, réarrangés, écartés. Et le pire, c'est moi qui leur ai appris cela. Il y a cette chose que les gens disent quand ils donnent des conseils sur les enfants difficiles. Ils disent « vous devez exiger le respect ». Mais je vais vous dire quelque chose que j'ai appris trop tard. Exiger le respect est le moyen le plus sûr de le perdre. Ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas une leçon. C'est ce qui s'est passé quand j'ai finalement arrêté d'essayer de faire en sorte que mes enfants me voient comme je le voulais et que j'ai commencé à me voir différemment. Certaines choses que j'ai faites m'ont surprise, certaines m'ont fait mal, mais ça a fonctionné. La première erreur que j'ai faite pendant 30 ans, j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à essayer d'être nécessaire. Pas consciemment. Je ne me suis pas réveillée un matin en décidant de construire mon identité autour de l'utilité, mais c'est ce qui s'est passé quand même. Quand les enfants étaient jeunes, j'étais constamment nécessaire. Chaque genou écorché, chaque projet scolaire, chaque fièvre au milieu de la nuit, j'étais la solution. Et je ne mentirai pas. Il y avait du réconfort dans cela. De la clarté. Je savais qui j'étais parce que je savais ce que je faisais. Mais ensuite, ils ont grandi. Et je n'ai pas arrêté. J'ai continué à offrir, continué à réarranger, continué à me rendre disponible d'une manière qu'ils ont cessé de demander, mais ont appris à attendre. David, mon aîné, mentionnait en passant que sa tondeuse était cassée. Je disais « Je peux te prêter de l'argent pour en acheter une nouvelle. » Suzanne se plaignait d'être fatiguée. Je proposais de venir nettoyer sa maison. Patty annulait nos déjeuners à la dernière minute et je disais « Ce n'est pas grave, ma chérie. On le fera une autre fois. » À chaque fois, je pensais être généreuse, accommodante, une bonne mère. Ce que je faisais vraiment, c'était leur apprendre que mon temps n'avait pas d'importance, que mes projets étaient flexibles, que je m'adapterais toujours. Et ils m'ont cru. C'était un jeudi d'avril quand j'ai réalisé à quel point c'était devenu grave. J'étais censée retrouver ma sœur Jeanne pour déjeuner. Nous l'avions prévu 2 semaines à l'avance. Son emploi du temps est toujours chargé, alors nous devons planifier les choses comme des rendez-vous. J'attendais cela avec impatience. Jeanne est la seule personne qui se souvient de moi avant que je devienne la mère de tout le monde. Ce matin-là, Michel a appelé. « Maman, Ava est malade. Emma ne peut pas quitter le travail. Peux-tu venir la garder ?» Ava est sa fille, 8 ans. Une enfant adorable. Je l'aime. Mais je n'avais pas vu Jeanne depuis 3 mois. J'ai ouvert la bouche pour dire « Je ne peux pas aujourd'hui, Michel. J'ai des projets. » Ce qui est sorti à la place était « À quelle heure as-tu besoin de moi ?» Jeanne a compris quand j'ai appelé pour annuler. Elle comprend toujours. C'est ça le problème. Tout le monde comprend toujours quand j'annule pour moi-même. Je suis allée chez Michel. Ava avait une légère fièvre et voulait regarder des dessins animés. Je me suis assise sur le canapé à côté d'elle, caressant ses cheveux, me sentant utile et vide en même temps. Michel est rentré à 6 heures. Il m'a remercié, rapidement, distraitement, et je suis rentrée chez moi dans le noir.
Je me suis assise dans ma cuisine cette nuit-là, lumières éteintes, et j'ai pensé, quand suis-je devenue la personne que tout le monde appelle quand ils ont besoin de quelque chose, mais que personne n'appelle juste pour parler? C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'avais passé des décennies à me rendre disponible, et mes enfants avaient passé des décennies à apprendre que ma disponibilité était infinie. Ce que j'ai fait à la place et pourquoi j'ai eu l'impression de me trahir. Je n'ai pas changé du jour au lendemain. La fois suivante où Patty m'a demandé de garder les enfants, j'ai quand même dit oui. Mais j'ai senti quelque chose changer, une petite conscience inconfortable que je choisissais cela, que j'aurais pu dire non. La fois d'après, Suzanne m'a demandé si je pouvais l'aider à emballer pour un déménagement. Elle m'a prévenu 2 jours à l'avance. J'avais un rendez-vous chez le dentiste cet après-midi-là. Rien d'urgent, juste un nettoyage. J'ai pensé à reprogrammer. Et puis j'ai pensé, pourquoi? Alors j'ai dit, je suis désolée ma chérie. Je ne peux pas. J'ai un rendez-vous. Il y a eu une pause, une longue. Oh, a dit Suzanne. Et je pouvais l'entendre, la surprise, la légère irritation. Eh bien, je suppose que je vais me débrouiller. Je me suis sentie terrible, coupable, comme si je l'avais déçue, mais je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas proposé de reprogrammer le dentiste. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle s'est débrouillée exactement comme elle l'avait dit. Ce que j'ai appris, lentement, douloureusement, était ceci. Moins je me rendais disponible pour tout, plus mes enfants ont commencé à valoriser les moments où je disais oui. Ça semble contradictoire. Ça semblait contradictoire. Mais c'est vrai. Quand j'ai arrêté de tout laisser tomber, ils ont arrêté de supposer que je le ferais. Et quand ils demandaient, ils ont commencé à demander différemment, avec un peu plus d'attention, un peu plus de gratitude. Pas toujours, pas parfaitement, mais suffisamment pour que je le remarque. La deuxième chose que je ne réalisais pas faire. Pendant des années, chaque fois que mes enfants écartaient quelque chose que je disais, j'essayais de prouver mon point. Si David levait les yeux au ciel à mes conseils, j'expliquais pourquoi j'avais raison. Si Léa m'interrompait, je parlais plus fort. Si Suzanne changeait de sujet quand je parlais, je revenais en arrière, déterminée à finir. Je pensais que je tenais bon. Ce que je faisais vraiment, c'était supplier d'être entendue. Et plus je suppliais, moins ils écoutaient. C'était un dîner du dimanche chez David. Toute la famille était là, entassée autour de sa table à manger, bruyante et chaotique, comme le sont toujours les dîners de famille. J'ai mentionné quelque chose que j'avais lu dans les actualités, un changement de politique qui méritait d'en parler selon moi. David n'a même pas levé les yeux de son assiette. « Maman, ça ne fonctionne pas comme ça. Je dis juste que tu ne comprends pas vraiment. » Il l'a dit gentiment, avec condescendance, de la façon dont on corrigerait un enfant qui se trompe. J'ai senti mon visage rougir. J'ai ouvert la bouche pour argumenter, pour expliquer que je comprenais, que j'avais lu 3 articles à ce sujet, que juste parce que je suis vieille ne signifie pas que je suis... Et puis je me suis arrêtée. Je n'ai rien dit, je me suis juste tue. David a continué à manger. La conversation est passée à autre chose. Personne n'a remarqué. Mais moi j'ai remarqué parce que pour la première fois, je n'avais pas lutté pour son attention. Je n'avais pas essayé de prouver que je méritais d'être entendue. J'ai juste laissé tomber. Et vous savez quoi? Ça ne ressemblait pas à une défaite. Ça ressemblait à un choix. La fois suivante que c'est arrivé, Léa parlant par-dessus moi à un rendez-vous médical, expliquant mes symptômes à l'infirmière comme si je n'étais pas assise juste là, je ne l'ai pas corrigée. J'ai attendu. Et quand l'infirmière s'est tournée vers moi et a demandé « C'est exact, Madame Dubois ?» j'ai répondu calmement. Clairement. Léa a eu l'air surprise, peut-être un peu embarrassée. Je n'en ai pas rajouté. Je n'ai pas dit « Tu vois, je peux parler pour moi-même. » J'ai juste parlé. Voici ce que j'ai commencé à comprendre. Le respect n'est pas quelque chose que vous gagnez en argumentant. C'est quelque chose que les gens vous donnent quand vous arrêtez d'agir comme si vous en aviez besoin. Quand j'ai arrêté de me battre pour être entendue, mes enfants ont commencé à m'entendre. Pas à chaque fois, pas parfaitement.
Mais quand je parlais avec la confiance de quelqu'un qui n'avait pas besoin de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Et lentement, si lentement que je l'ai à peine remarqué, ils ont commencé à écouter. Le troisième changement est le jour où je ne me suis presque pas reconnue. Il y a un type particulier de solitude qui vient avec le vieillissement. Ce n'est pas la solitude d'être seul, c'est la solitude d'être entouré de gens qui vous aiment, mais qui ne vous voient plus vraiment. Je l'ai ressenti le plus intensément dans les mois après la mort de Richard. Les enfants appelaient plus souvent alors, prenaient des nouvelles, demandaient si j'avais besoin de quelque chose. Mais les appels ressemblaient à des obligations, comme des éléments sur une liste de choses à faire. Appeler maman, s'assurer qu'elle va bien. J'ai commencé à remarquer que j'attendais ces appels, planifiant mes journées autour d'eux. Et quand ils ne venaient pas, je me sentais vide. J'ai réalisé quelque chose qui m'a fait peur. J'étais devenue émotionnellement dépendante de mes enfants, pas financièrement, pas pratiquement. Émotionnellement, j'avais besoin qu'ils me fassent sentir aimée, valorisée, vue. Et parce que j'en avais si désespérément besoin, ils le sentaient. Et ça les faisait s'éloigner. Il y a eu une semaine en septembre, il y a 3 ans maintenant, où aucun de mes enfants n'a appelé. Pas une seule fois. Je le sais parce que je vérifiais mon téléphone, continuant à me dire qu'ils étaient occupés, que ça ne voulait rien dire. Mais vendredi, j'étais blessée, en colère même. J'ai pensé à les appeler. Pensé à dire quelque chose avec désinvolture, comme « Oh, je n'ai pas eu de vos nouvelles de toute la semaine. Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien, mais je savais ce que ça signifiait vraiment. Je vous attends. J'ai besoin de vous. » Alors je n'ai pas appelé. À la place, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai appelé Jeanne. Nous avons parlé pendant 1 heure, de rien d'important. D'un livre qu'elle avait lu, du terrible jardinage de son voisin, d'un voyage qu'elle prévoyait. Quand j'ai raccroché, je me suis sentie plus légère. Pas parce que Jeanne avait résolu quoi que ce soit, mais parce que je m'étais souvenue de quelque chose que j'avais oublié. Je pouvais remplir ma propre vie. J'ai commencé petit. J'ai rejoint un groupe à la bibliothèque. Juste une discussion mensuelle sur les livres. Rien de grandiose. J'ai recommencé à marcher le matin. Quelque chose que j'avais arrêté de faire parce que ça semblait inutile, je suppose. J'ai contacté une vieille amie à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Et voici ce qui s'est passé. Moins j'attendais que mes enfants appellent, moins je me sentais désespérée quand ils ne le faisaient pas. Et quand ils appelaient, je n'étais pas assise près du téléphone, reconnaissante et soulagée. Je vivais. Je répondais et nous parlions, et ça semblait équilibré. Comme une conversation entre 2 adultes, pas une bouée de sauvetage que j'attendais. Un soir, Léa a appelé et a dit « Maman, tu as l'air bien. Qu'est-ce que tu as fait ?» C'était une si petite chose, mais ça m'a surprise, parce qu'elle était curieuse. Elle demandait parce qu'elle voulait savoir, pas parce qu'elle cochait une case. Je lui ai parlé du club de lecture, de l'amie avec qui j'avais renoué. Elle a dit « C'est génial, maman. Je suis contente que tu sortes. » Et j'ai réalisé, elle me respectait plus maintenant, pas parce que je l'avais exigé, mais parce que j'avais arrêté d'avoir besoin de son approbation pour me sentir entière. La 4e chose est l'après-midi où j'ai failli abandonner. Pendant quelques mois après avoir commencé à dire non, les choses semblaient meilleures, pas parfaites, mais meilleures. J'avais mon club de lecture, j'avais mes promenades, j'avais Jeanne et quelques autres amis que j'avais laissés s'éloigner au fil des ans. Ma vie ne tournait plus autour de l'attente. Mais ensuite, Thanksgiving est arrivé. Suzanne recevait. Elle planifiait depuis des semaines, trop de semaines, vraiment, comme elle le fait toujours, transformant un simple dîner en quelque chose qui nécessitait des tableurs et des plans de table. 2 jours avant, elle m'a appelé. « Maman, j'ai besoin que tu fasses la farce. Et le gratin de haricots verts. Oh, et peux-tu venir jeudi matin tôt pour aider à installer ?» Je suis restée silencieuse un moment. J'avais déjà prévu d'apporter une tarte. C'était ce sur quoi nous nous étions mises d'accord.
Mais maintenant, elle ajoutait 3 choses de plus 4 heures supplémentaires de mon temps, comme s'il était évident que je n'avais rien d'autre à faire. Suzanne, je devais juste apporter la tarte. Je sais, mais je suis complètement dépassée. David amène la famille de Rachel cette année, et les enfants de Patty ont des restrictions alimentaires maintenant, et elle a continué à parler, énumérant tout ce qu'elle devait gérer, tout ce qui était difficile pour elle. Et je l'ai senti monter en moi, cette vieille attirance familière, l'envie de dire « D'accord, ma chérie, je vais le faire », parce que c'est ce que j'avais toujours fait, intervenir, faciliter les choses, prendre le poids, mais cette fois, j'ai entendu autre chose dans sa voix. Pas de la gratitude, de l'attente. Elle ne demandait pas si je pouvais aider. Elle me disait que je le ferais. Alors j'ai dit « Je suis désolée, Suzanne. Je ne peux pas faire ça. » Le silence qui a suivi ressemblait à une chute. « Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne peux pas ?»« Je veux dire que j'ai déjà des projets jeudi matin. J'apporterai la tarte comme nous en avons discuté. Mais je ne peux pas faire le reste. » « Des projets ? Quel projet ?» Je ne lui devais pas d'explication. Mais je lui en ai donné une quand même, parce que j'apprends encore. Je passe la matinée avec une amie. Nous allons au service à son église, puis nous prenons un café. « Maman, c'est Thanksgiving. »« Je sais. Je serai là à 13 heures, comme tu l'as demandé. » Un autre long silence. « Très bien, » a-t-elle dit. Et elle a raccroché. Je suis restée assise là, tenant le téléphone, tremblante. Je l'avais fait. J'avais établi une limite. J'avais dit non. Et c'était horrible. Pas parce que je le regrettais, mais parce que je savais que Suzanne était en colère. Je savais qu'elle pensait que j'étais égoïste. Je savais que pour les prochains jours, elle serait distante avec moi, froide de cette manière polie qui est pire que les cris. Une partie de moi voulait la rappeler, m'excuser. Dire « Tu sais quoi, je vais faire la farce ». Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis assise avec l'inconfort. Je l'ai laissé être là. Et le jeudi matin de Thanksgiving, je suis allée à l'église avec Jeanne. Nous avons pris un café après. Nous avons parlé de rien d'important, ses petits-enfants, un livre qu'elle avait commencé, Le Temps. C'était calme, ordinaire, et j'étais contente de l'avoir choisi. Quand je suis arrivée chez Suzanne à 13 heures, elle m'a à peine regardée. Elle a pris la tarte sans commentaire, m'a indiqué le salon où tout le monde était rassemblé. Je me suis assise à côté de Léa qui scrollait sur son téléphone. Elle a levé les yeux. « Suzanne est de mauvaise humeur », a-t-elle dit doucement. « Je sais. » « Que s'est-il passé ?» J'ai pensé à expliquer, mais je ne l'ai pas fait. Nous avons eu un malentendu sur ce que j'apportais. Léa a haussé les épaules et est retournée à son téléphone. Voici ce que j'ai appris ce jour-là. Établir des limites rendra les gens en colère. Et vous devez les laisser être en colère. Vous ne pouvez pas contrôler comment vos enfants réagissent quand vous arrêtez de les accommoder. Vous pouvez seulement contrôler si vous tenez bon. Suzanne a été froide avec moi pendant 3 semaines après ce Thanksgiving. Ça faisait mal. Je ne vais pas prétendre le contraire. Mais je ne me suis pas excusée. Je n'ai pas essayé de réparer. Et finalement, elle m'a appelée, a demandé comment j'allais, a parlé de choses normales. Elle n'a jamais mentionné la farce, n'a jamais dit qu'elle avait tort. Mais la prochaine fois qu'elle m'a demandé de l'aider avec quelque chose, elle a demandé différemment. « Maman, je prépare un dîner le mois prochain. Si tu es libre, j'adorerais ton aide pour les entrées. Pas de pression si tu es occupée. Pas de pression si tu es occupée. » Elle n'avait jamais dit ça avant. La chose que j'apprends encore, à peu près à la même époque, mon petit-fils Ethan est venu me rendre visite. C'est l'aîné de David, un garçon sérieux. Il travaille dans l'informatique, la programmation, je pense, même si je ne comprends pas vraiment ce que cela signifie. Il était assis à ma table de cuisine un après-midi, me posant des questions sur les vidéos que je faisais. Celles où je parle de... Eh bien, tout cela. Le vieillissement, la solitude, la famille. « Grand-mère, a-t-il dit, tu sais que les gens t'écoutent vraiment, n'est-ce pas ?» J'ai haussé les épaules. Certaines personnes, peut-être. Non, beaucoup de personnes. Je lis les commentaires. Les femmes t'écrivent comme si tu étais leur amie. Je ne savais pas quoi dire à cela. Ethan s'est penché en avant.
J'ai réfléchi. Tes conseils ne devraient pas rester juste dans des vidéos. Les femmes ont besoin de ça sur leur téléphone. Quelque chose qu'elles peuvent utiliser tous les jours. Des rappels, des routines, des exercices, tout cela. Ethan, je ne connais rien au téléphone. Tu n'as pas besoin. Moi si. Il a souri. Nous pourrions le construire ensemble. Tu me dis quoi y mettre? Je le fais fonctionner. Alors nous l'avons fait. Pendant 2 semaines, Ethan s'est assis avec moi. Je parlais, il tapait. Je lui ai dit ce que j'aurais aimé savoir à 60 ans, à 70 ans. Ce qui m'aide maintenant, comment prévenir les chutes, comment établir des limites, comment rester vive quand votre mémoire commence à flancher, comment dormir quand votre esprit ne veut pas se calmer. Il a tout intégré dans quelque chose qu'il a appelé l'application liberté. Ce n'est pas sophistiqué, c'est juste pratique. Il y a un endroit pour suivre vos médicaments, des bilans quotidiens qui demandent comment vous vous sentez, des exercices simples qui ne nécessitent pas de salle de sport, des jeux cérébraux qui aident vraiment, des guides pour des choses comme bien manger quand vous vivez seul ou construire un réseau de personnes qui prendront de vos nouvelles. Et il y a une partie où vous pouvez me parler, enfin pas vraiment moi, mais quelque chose qu'Ethan a programmé pour ressembler à moi, un compagnon, quelqu'un à qui parler à 3 heures du matin quand vous ne pouvez pas dormir et ne voulez déranger personne. Quand nous avons terminé, j'ai pleuré, pas parce que c'était parfait, mais parce que c'était quelque chose que j'aurais aimé avoir quand j'en avais le plus besoin. J'en ai parlé aux gens. Les femmes qui regardent mes vidéos, celles qui m'écrivent et disent « Marguerite, je me sens invisible » ou « Mes enfants n'appellent pas » ou « Je ne sais pas comment remplir mes journées ». Une femme nommée Dorothée m'a écrit la semaine dernière. Elle a 79 ans, vit dans le Loiret. Elle a dit que le bilan quotidien de l'application est la première chose qui lui a demandé « Comment vas-tu ?» En 6 mois, une autre femme, Evelyne, a dit que le guide de prévention des chutes lui a donné la confiance de continuer à vivre seule, même si sa fille veut qu'elle déménage dans une résidence assistée. Françoise a dit qu'elle a utilisé la section sur l'établissement des limites pour enfin dire à son fils qu'elle ne lui donnerait plus d'argent. Ça aide les gens, mais ma famille, ma vraie famille, veut que je la retire. David pense que je me ridiculise. Maman, tu as 83 ans. Pourquoi tu t'impliques avec des applications? Léa a dit, ça devient ridicule. Tu dois arrêter ça. Même Suzanne, à sa manière prudente, a suggéré que j'en faisais trop. Il pense que je devrais agir selon mon âge, m'asseoir tranquillement, arrêter de faire du bruit. Mais tant que des femmes comme Dorothée et Evelyne et Françoise m'écrivent pour me remercier, je n'arrêterai pas. Si vous la voulez, elle est là. L'application Liberté. Le lien est dans le commentaire épinglé. Ethan et moi l'avons construite ensemble. Tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'a aidé, tout au même endroit. Elle est là si vous en avez besoin. Ma famille pourrait me faire pression pour la retirer bientôt. Mais pour l'instant, elle est à vous. La 5e chose est le moment où j'ai arrêté de m'excuser de prendre de la place. Il y a eu un jour au printemps dernier où je suis tombée. Pas gravement. J'ai juste trébuché sur le bord du tapis dans mon couloir et je suis tombée durement sur ma hanche. Je ne me suis rien cassé, mais j'étais secouée. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu vraiment peur de ma propre fragilité. J'ai appelé David. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Il est venu ce soir-là avec Rachel. Ils ont regardé ma maison comme s'ils l'inspectaient, notant les dangers, faisant des listes mentales. « Maman, tu ne peux pas continuer à vivre seule comme ça, » a dit David. « Je vais bien. »« Tu ne vas pas bien ?»« Tu es tombée. » « Une fois. »« Je suis tombée une fois. » Rachel est intervenue. « David a raison, Marguerite. » « Ce n'est pas sûr. Nous en parlons depuis un moment. Il y a des endroits vraiment bien, des résidences avec service, où tu aurais des gens autour de toi, des activités, du soutien. » J'ai senti ma poitrine se serrer. « Je ne veux pas déménager dans un établissement. »« Nous ne disons pas maintenant, » a dit David, trop rapidement. « Mais nous devons commencer à y penser. Tu ne rajeunis pas.
Je l'ai regardé, mon fils capable, responsable, qui était bien intentionné, qui m'aimait à sa façon. Et j'ai réalisé, il me voyait comme un problème à gérer. Je n'ai pas discuté avec lui ce soir-là. Je l'ai remercié d'être venu. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Mais après son départ, je me suis assise dans ma cuisine et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la colère, pas contre David, contre moi-même, parce que j'avais passé tant d'années à me faire petite, agréable, facile à gérer, que mes propres enfants croyaient maintenant que j'avais besoin d'être gérée. J'ai pensé à la chute. Elle m'avait fait peur, oui. Mais ce n'était pas un signe que je ne pouvais pas vivre seule. C'était un tapis, un moment d'inattention. Je n'étais pas brisée. Je n'étais pas impuissante. Mais si je continuais à agir comme si j'avais besoin de leur permission pour vivre ma vie, ils continueraient à me traiter comme si c'était le cas. La fois suivante où David en a reparlé, avec des involtures, autour d'un café chez lui, j'étais prête. « Maman, Rachel a trouvé un endroit près d'ici. C'est vraiment bien. Ils ont un jardin, des activités, une infirmière sur place. David, il s'est arrêté. Je ne déménage pas. Mais je ne déménage pas. J'apprécie que tu sois inquiet, mais je suis capable de décider où je vis, et je reste dans ma maison. » Il avait l'air abasourdi. « Maman, tu es tombée. » « Je sais. J'étais là. J'ai trébuché sur un tapis. Je n'ai pas eu d'AVC. Je ne suis pas diminuée. Je suis vieille, David. Je ne suis pas incompétente. » Silence. Rachel avait l'air mal à l'aise. David avait l'air, je ne sais pas, surpris peut-être, comme s'il avait oublié que je pouvais dire non. « Je suis ta mère, » ai-je dit doucement. « Pas un problème que tu dois résoudre. » Il n'en a plus reparlé, pas parce qu'il était d'accord avec moi, mais parce que j'avais été claire, ce n'était pas une négociation. Et voici ce que j'ai appris. Vous apprenez aux gens comment vous traiter par ce que vous tolérez. Pendant des années, j'avais toléré d'être interrompue, écartée, réarrangée. J'avais toléré que mes enfants prennent des décisions sur ma vie sans me demander d'abord. Je leur avais appris que je plierais. Alors ils ont continué à me plier. Au moment où j'ai arrêté de plier, ils ont arrêté de pousser. Pas immédiatement, pas avec grâce, mais ils ont arrêté. La dernière chose que j'aurais aimé savoir plus tôt. Il y a une différence entre être aimé et être respecté. Mes enfants m'ont toujours aimé. Je n'en doute pas. Mais l'amour sans respect est condescendant. C'est tapoter quelqu'un sur la tête en disant « là, là ». Je ne voulais pas qu'on me tapote sur la tête. Je voulais être vue comme quelqu'un dont les pensées comptaient, dont le temps comptait, dont la vie était encore à moi de vivre. Et la seule façon d'obtenir cela était d'arrêter d'attendre qu'il me le donne. Je devais le reprendre. Il n'y a pas longtemps, Léa m'a appelé juste pour parler. Pas parce qu'elle avait besoin de quelque chose. Pas parce qu'elle cochait une case. L'a appelé parce qu'elle voulait savoir ce que je pensais de quelque chose qui se passait dans sa vie. Elle a demandé mon opinion. Et quand je l'ai donnée, elle a écouté. À la fin de l'appel, elle a dit « Merci, maman ». J'avais besoin d'entendre ça. J'ai raccroché et je suis restée très immobile. Parce que ça, c'était du respect. Et je ne l'avais pas exigé. Je l'avais gagné en me respectant moi-même d'abord. La 6e chose, et ce que ça m'a coûté. Je dois vous dire quelque chose que je n'ai pas encore dit. Tous mes enfants ne se sont pas adaptés. Quand vous commencez à établir des limites, quand vous arrêtez de vous rendre indéfiniment disponible, certaines personnes s'ajustent. Elles respectent la nouvelle version de vous, et certaines personnes... Non, Patty ne m'a pas parlé depuis 4 mois. Pas à cause d'une grande dispute. Il n'y a pas eu de moment dramatique, pas de cris ou de portes claquées. C'était plus silencieux que ça. Elle a appelé en janvier pour me demander de me porter caution pour un prêt. Son mari et elle achetaient une nouvelle voiture et leur crédit n'était pas assez bon seul. J'ai dit non, pas avec colère, pas avec un sermon. Juste, je suis désolée ma chérie. Je ne peux pas faire ça. Ah, pourquoi pas? Parce que je ne me porte plus caution pour des prêts. C'est une limite que je me suis fixée. Il y a eu une longue pause. Alors tu dis que tu ne me fais pas confiance.
Je dis que je ne me porte pas caution pour des prêts. Pour personne. C'est ridicule, maman. C'est juste une voiture. Nous ferons les paiements, j'en suis sûre. Mais ma réponse est toujours non. Elle a raccroché, et elle n'a pas appelé depuis. Je ne vais pas vous mentir. Ça fait mal. Ça fait encore mal. Je pense à l'appeler, à m'excuser, à lui dire que je signerai tout ce dont elle a besoin. Mais je ne le fais pas, parce que je sais ce qui se passerait. Elle prendrait ça comme une preuve que si elle s'éloigne assez longtemps, je céderai. Et nous serions de retour au point de départ. Moi cédant pour garder la paix, elle apprenant que mes limites sont négociables. Alors j'attends et je pleure. Parce que c'est ce qu'ils ne vous disent pas sur le respect de soi. Parfois, ça vous coûte des relations. Pas toujours. Pas pour toujours, peut-être. Mais parfois, ceux que j'ai dû laisser aller. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru qu'être une bonne mère signifiait garder tout le monde heureux. Si mes enfants étaient contrariés contre moi, j'avais échoué. S'il y avait une distance entre nous, c'était mon travail de la combler. S'ils étaient en colère, je devais arranger ça. Mais cette croyance m'a transformée en quelqu'un qui ne pouvait pas dire non. Quelqu'un qui absorbait chaque problème, chaque inconvénient, chaque mot blessant, parce que je pensais que c'est ce que l'amour exigeait. Ça ne m'a pas rendue meilleure mère. Ça m'a rendue invisible. J'ai dû laisser aller l'idée que je pouvais contrôler ce que mes enfants ressentaient pour moi. J'ai dû laisser aller la croyance que leur approbation déterminait ma valeur. J'ai dû laisser aller le besoin d'être nécessaire. Et cette dernière chose, c'était la plus difficile. Parce que pendant si longtemps, être nécessaire était ma façon de savoir que j'avais de l'importance. Il y a eu un après-midi l'été dernier où je rentrais de la bibliothèque à pied. Il faisait chaud et j'étais fatiguée et je me suis arrêtée pour me reposer sur un banc près du parc. Une jeune mère s'est assise à côté de moi. Elle avait un bébé dans une poussette et un bambin qui courait en cercle autour du banc. Et elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Le bambin a trébuché et s'est mis à pleurer. La mère a soupiré, l'a soulevé, l'a apaisé avec l'efficacité pratique de quelqu'un qui l'a fait 1000 fois. Je l'ai regardé et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas du désir exactement, pas de la nostalgie, du soulagement que ces jours soient terminés, que je n'avais plus à être tout pour tout le monde, du soulagement de pouvoir m'asseoir sur un banc et juste être. La 7e chose est le souvenir auquel je ne peux pas arrêter de penser. Il y a eu un été, il y a longtemps, quand j'avais 28 ans, l'été de 1975, Richard travaillait de longues heures à l'usine. Les enfants étaient jeunes. David avait 6 ans, Suzanne en avait 4, Michel en avait à peine 2. J'étais épuisée tout le temps, saturée de contacts, fonctionnant à vide. L'entreprise de Richard avait organisé un pique-nique en juillet. Les familles étaient invitées. C'était dans un parc au bord de la rivière, le genre d'endroit qui semblait trop grand et trop vert après des mois enfermés dans notre petite maison avec de petits enfants. Je me souviens d'être debout près de l'eau, tenant Michel sur ma hanche, regardant les enfants plus âgés jouer. Et un homme s'est approché de moi. Il s'appelait Arthur. Il travaillait avec Richard, bien que je ne l'ai jamais rencontré auparavant. Il était plus jeune que Richard, plus facile à qui parler. Il a posé des questions sur les enfants et j'ai répondu, et puis, étonnamment, il a posé des questions sur moi. « Que faites-vous » a-t-il dit. « Je veux dire, en dehors de tout ça. » J'ai ri. « Il n'y a pas de en dehors de tout ça. » Il a souri. « Il y en avait avant, non ?» Et quelque chose dans sa façon de le dire, si certain que j'avais été autrefois une personne séparée de la maternité, m'a serré la gorge. Nous avons parlé pendant peut-être 20 minutes, de rien d'important, des livres que je lisais avant, un travail que j'avais eu avant les enfants, un voyage que j'avais voulu faire. Il écoutait comme si mes réponses comptaient. Je pense à cette conversation parfois, pas parce que quelque chose s'est passé. Rien ne s'est passé, mais parce que c'était la première fois en années que quelqu'un m'avait regardé et avait vu une personne, pas juste un rôle. Et je me souviens être revenue vers Richard après, ressentant quelque chose que je ne pouvais pas nommer,
quelque chose comme du désir, quelque chose comme de la perte. Je n'ai plus jamais parlé à Arthur. Je ne sais même pas ce qui lui est arrivé. Mais j'ai porté ce sentiment pendant longtemps. Le sentiment que j'avais disparu dans l'utilité. Que quelque part en chemin, j'avais cessé d'être Marguerite et j'étais devenue juste maman, épouse. La femme qui s'assurait que tout le monde allait bien. J'ai repensé à Arthur la semaine dernière. Pas parce que je regrette d'avoir fait quoi que ce soit différemment, mais parce que je comprends enfin ce que ce moment essayait de me dire. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un d'autre vous voie. Vous devez vous voir vous-même d'abord. J'ai passé 50 ans à attendre que mes enfants, mon mari, n'importe qui, remarquent que j'étais plus que ce que je faisais pour eux. Mais ils ne pouvaient jamais, parce que je ne le croyais pas moi-même. À quoi ressemble ma vie maintenant? J'ai 83 ans. Je vis seule dans une maison trop grande pour une personne, mais qui me semble mienne. David appelle une fois par semaine. Nous parlons surtout de choses pratiques, son travail, les petits-enfants, si j'ai besoin de quelque chose de réparé dans la maison. Ce n'est pas profond, mais c'est respectueux. Suzanne et moi déjeunons une fois par mois. Elle essaie encore de m'organiser parfois, suggérer des choses que je devrais faire différemment. Mais quand je dis non, elle recule. La plupart du temps. Michel vit à 2 départements d'ici. Nous ne parlons pas souvent. Mais quand nous le faisons, c'est chaleureux. Facile. C'est lui qui semble le moins dérangé par le fait que je ne suis plus la mère que j'étais. Léa appelle le plus. C'est elle qui pose de vraies questions. Qui veut savoir ce que je pense, pas juste ce que je fais. Notre relation n'est pas parfaite. Mais elle est honnête. Et Patty, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour elle appellera. Peut-être pas. J'ai dû faire la paix avec cette incertitude. Je vais toujours à mon club de lecture. Je prends toujours un café avec Jeanne toutes les quelques semaines. J'ai commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque le jeudi. Juste ranger des livres, rien de grandiose. Mais j'aime le calme. J'aime me sentir utile sans me sentir obligée. Sarah, ma voisine, me demande encore de raccompagner Emma de l'école parfois. Emma a 9 ans maintenant. Elle parle plus qu'avant. De longues histoires sinueuses sur ses amis, son institutrice, un oiseau qu'elle a vu dans la cour de récréation. Je ne suis pas toujours le fiel, mais j'aime écouter. La semaine dernière, Emma m'a demandé « Mademoiselle Marguerite, vous avez toujours été vieille ?» Sarah avait l'air mortifiée. « Emma, mais j'ai ri. »« Non, ma chérie. J'étais jeune avant. Il y a longtemps. C'était comment ? J'y ai réfléchi. Plus difficile que ce que j'attendais. Mais je ne savais pas que c'était difficile à l'époque. » Emma a hoché la tête sérieusement, comme si ça avait parfaitement du sens. « La chose que je veux que vous compreniez, si vos enfants ne vous respectent pas, ce n'est pas parce que vous les avez déçus. Ce n'est pas parce que vous n'étiez pas une assez bonne mère, ou parce que vous n'avez pas assez sacrifié, ou parce que vous avez fait quelque chose d'impardonnable. C'est parce que quelque part en chemin, vous leur avez appris, sans le vouloir, que vos besoins étaient secondaires, que votre temps était flexible, que vos sentiments pouvaient être ajustés. Et maintenant, ils le croient. Mais voici la vérité que j'aurais aimé connaître plus tôt. Vous ne pouvez pas exiger le respect, mais vous pouvez arrêter d'accepter le manque de respect. Vous faites ça en disant non quand vous en avez besoin, en refusant d'argumenter quand quelqu'un vous écarte, en construisant une vie qui ne tourne pas autour de leur approbation, en établissant des limites et en les maintenant même quand ça rend les gens en colère, en laissant aller les relations qui refusent de vous traiter avec dignité, et en vous voyant comme quelqu'un qui mérite le respect, pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de qui vous êtes. Ça ne réglera pas tout. Certains de vos enfants s'adapteront, certains non. Certaines relations guériront, certaines resteront brisées. Mais vous changerez, vous arrêterez de vous sentir invisible, vous arrêterez d'attendre la permission d'avoir de l'importance. Vous commencerez à vivre comme quelqu'un qui connaît déjà sa valeur. Ce pourquoi je suis reconnaissante maintenant. Je suis reconnaissante d'avoir vécu assez longtemps pour comprendre cela. Je suis reconnaissante pour les enfants qui sont restés,
pour les déjeuners avec Suzanne, les appels de Léa, le respect tranquille dans la voix de David quand il demande si je suis libre au lieu de supposer que je le suis. Je suis reconnaissante pour Jeanne, qui me connaissait avant que je devienne la mère de tout le monde et voit encore cette version de moi. Je suis reconnaissante pour Sarah et Emma, qui me rappellent que l'utilité ne doit pas signifier l'effacement. Je suis reconnaissante pour les matins où je me réveille et ne vérifie pas immédiatement si quelqu'un a besoin de moi. Je suis reconnaissante pour le club de lecture, la bibliothèque, les promenades, le calme. Je suis reconnaissante pour la vie que j'ai maintenant, petite, ordinaire, mienne. Et je suis reconnaissante que ce que j'ai appris puisse peut-être vous aider. Pas parce que j'ai toutes les réponses, je ne les ai pas, mais parce que j'ai fait assez d'erreurs pour reconnaître les schémas, pour voir les pièges avant que vous y tombiez, pour vous dire « il n'est pas trop tard pour arrêter de disparaître. Il n'est pas trop tard pour être vu. » Et une dernière pensée. Il y a une question que je me pose parfois, tard le soir quand la maison est silencieuse. Si je pouvais revenir en arrière, sachant ce que je sais maintenant, est-ce que je ferais les choses différemment? Est-ce que j'établirais des limites plus tôt? Parlerais-je plus? Dirais-je non quand c'était important? Oui, mais je sais aussi ceci, je n'aurais pas pu le faire à l'époque. Je devais vivre tout cela, les années d'accommodement, l'effacement lent, la solitude dans l'utilité pour comprendre ce que je perdais. Certaines leçons n'ont de sens qu'avec le recul, et peut-être que c'est bien, parce que je suis là maintenant, et je sais maintenant, et ça doit suffire. Si vous écoutez encore, si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas seul dans cela. Le sentiment que vos enfants ne vous voient plus, ce n'est pas votre faute. La douleur silencieuse d'être prise pour acquis, vous ne l'imaginez pas. La question de savoir s'il est trop tard pour changer les choses, ce ne l'est pas. Mais le changement commence avec vous, pas en exigeant le respect, en l'incarnant. Je suis assise ici à vous parler depuis un moment maintenant, et je réalise que je vous ai dit plus que je ne voulais. Mais c'est ce qui arrive quand on vieillit. On commence à voir des schémas qu'on aurait aimé remarquer plus tôt, et on veut épargner aux gens la peine de les apprendre à la dure. Je ne peux pas vous épargner cette peine, mais je peux m'asseoir avec vous pendant que vous trouvez la solution. Merci d'avoir écouté. Si cela vous a aidé même un peu, je serais reconnaissante si vous restiez. Il y a plus dont je veux parler, plus que j'apprends encore, et j'aimerais continuer cette conversation. Vous pouvez me trouver ici quand vous en avez besoin. L'application Liberté est dans le commentaire épinglé si vous la voulez. Tout ce qu'Ethan et moi avons construit ensemble, toutes les choses que j'aurais aimé avoir quand j'en avais le plus besoin. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai écrit quelque chose. Un livre. Tout ce que j'ai appris sur le fait de bien vivre après 60 ans, sur les limites, sur la dignité, sur le fait de ne pas disparaître. J'en suis un peu timide, honnêtement. Une partie de moi pense que je devrais le retirer. Mais il est là, dans le commentaire épinglé, si vous le voulez. S'il vous aide, c'est suffisant. Je serai ici, assise avec vous, aussi longtemps que vous me le permettrez.